Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. En temps de paix, on dit d'elle qu'elle est le mal du siècle et pourtant elle existe depuis la nuit des temps. La fatigue, car c'est d'elle dont il s'agit, est l'un des sujets de discussion les plus partagés. Elle est devenue en quelque sorte l'une de nos manières contemporaines d'être au monde, mais la perception de la fatigue a évolué au fil des âges et c'est de cette histoire-là, l'histoire de la fatigue, que nous allons parler avec vous, Georges Vigarello. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et vous avez fait du corps l'un de vos sujets de prédilection. Et vous publiez ce livre-ci, Georges Vigarello, Histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette Écoutez, fatigue? c'est un livre qui a lui-même une histoire. En fait, ça commence de la façon suivante. Il y a quelques années, je m'étais beaucoup interrogé sur un sujet qui n'est pas tellement suivi, approfondi, et qui porte sur la perception intérieure du corps. Ma question, c'était, est-ce que la façon dont nous nous percevons a changé avec le temps? Et là encore, évidemment, cette perception, elle a changé. Elle était relativement globale dans les époques éloignées, elle devient de plus en plus précise, elle est traquée aussi scientifiquement dans les périodes d'aujourd'hui. Or, qu'est-ce que je constatais? Je constatais que dans les témoignages de la perception interne, émerge de plus en plus le sentiment que les individus sont en position de difficulté, affaiblis, ils se confrontent au fond à des obstacles, ils se plaignent d'un manque de ressources, et c'est ça qui m'a frappé. Et la question, du coup, devenait la suivante, très simplement. Est-ce que cette perception, elle est vraiment originale et nouvelle, ou est-ce qu'elle a une histoire, et si elle a une histoire, laquelle? On va reparler de ça, de la Très fatigue, de ça, la perception de la fatigue, Georges Vigarello. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde un portrait de vous, mis en image Je suis très inquiet. mise en image par Sabine Pirolle. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on revient juste après. Très bien. Le propre, le sale, le gras, la beauté, le sport, le corps dans l'histoire et sous toutes ses coutures, c'est votre truc, Georges Vigarello. Vous êtes né à Monaco en 1941. Vos parents sont professeurs d'éducation physique. Le sport est dans l'ADN familial. Votre père, entraîneur d'athlétisme, a même inventé des machines pour la rééducation physique. C'est sur des patins à roulettes qu'ont lieu vos premiers exploits. Entre culture du corps et culture de l'esprit, votre cœur balance. Élève doué, vous êtes attiré par la philosophie et la littérature. Et par le sport aussi. Vous quittez le Rocher pour Paris et obtenez votre diplôme d'éducation physique dans la meilleure école de France à 22 ans. Vous enseignez dans un lycée, puis à l'INSEP. Le professeur de sport que vous êtes devient agrégé de philosophie. Le corps et l'esprit ne s'opposent pas, dites-vous. Vous en êtes la preuve vivante. En 1977, vous consacrez votre thèse à l'histoire du corps, puis vous enseignez les sciences de l'éducation dans des universités parisiennes. Un esprit sain dans un corps sain, dit l'adage. Vous l'appliquez, bien évidemment. Vous vous débrouillez en course de haies et excellez en saut à la perche, même si vous n'aimez pas le crier sur les toits. Vous avez fait du saut à la perche. D'accord, la perche a changé. Vous me renvoyez à des temps très éloignés. Côté esprit désormais, votre thèse donne le ton de votre carrière d'historien-écrivain. Santé, hygiène, représentation du corps et ses pratiques, sport y compris, vous vous intéressez à tout. Les sujets que vous abordez nous concernent tous. Vous êtes un des chouchous des journalistes, car en maître du langage, vous savez trouver les mots justes pour nous raconter le passé et comprendre le présent. Vous écouter, c'est se sentir tout de suite un peu plus intelligent. C'est très difficile de dire quelle est finalement cette En 1988, vous êtes déjà expert en ski acrobatique pour la RTS. Depuis, les lunettes d'aviateur ont rétréci et elles sont à nouveau tendance. Le corps, ce n'est évidemment pas une machine. On ne peut pas inventer de nouveaux organes, ajouter des pièces comme dans une voiture ou comme... Donc il faut faire avec un dispositif qui reste absolument limité. Biologie, psychologie, anthropologie, vous privilégiez la pluridisciplinarité pour aborder les thèmes qui vous sont chers. Le plus populaire de votre vingtaine d'ouvrages, Le propre et le sale, hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Votre livre préféré, lui, aborde une autre dimension. En 2014, vous publiez Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps. Yoga, méditation et autres techniques, aujourd'hui nous pensons agir sur nos états d'âme par un travail sur le corps. Or, cette idée a une histoire et vous nous la racontez. Votre dernier ouvrage, lui, parle de fatigue.
Une fatigue que vous ne semblez pas connaître, Georges Vigarello. À 80 ans, vous courez d'une interview à l'autre. Le temps abîme le corps et enrichit l'esprit, dit le proverbe. Sauf pour vous. Vous avez gardé la silhouette et l'énergie de vos 20 ans. Quel est votre secret ? Alors, Georges Vigarello, est-ce que ce portrait de vous qui se termine sur votre ouvrage consacré à la fatigue vous a plu ? Écoutez, je suis très sensible à ce portrait. Je dirais deux choses. Effectivement, pour moi, le fait de travailler sur le corps ne me donne pas le sentiment de différencier l'esprit, le corps, etc. Pour moi, le corps, c'est ce que nous habitons, c'est ce qui nous amène, dans une certaine mesure, à voir le monde. Et c'est ce qui nous aide aussi, dans certains cas, à réfléchir, à approfondir un certain nombre de questions. C'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, dans ce portrait, c'est quand même mon âge qui est rappelé. Or, très franchement, je ne tiens pas compte de mon âge. Je crois que c'est fondamental. Vous voyez ? Vous avez raison, surtout J'en que... tiens pas compte. Surtout que... C'est rappelé, évidemment, ça pose problème. Comment se fait-il qu'un homme aussi âgé puisse s'intéresser à ce type de questions ? Mais je ne me sens pas aussi âgé. Voilà. Surtout que vous le dites, Georges Vigarello, dans votre livre, l'histoire de la fatigue, finalement, c'est plusieurs histoires dans l'histoire. Alors si on vient à l'histoire de la fatigue, oui, ce qui est extrêmement intéressant, me semble-t-il, moi je défends évidemment ce type de réflexion, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. C'est d'une part que, quand on fait ce type d'histoire, nous nous rendons compte que la manière dont on parle de ce qui nous éprouve, de ce qui nous limite, parce que, je fais une parenthèse, la fatigue, c'est quand même une grande limite. Il y a 3 limites à notre propre existence. Il y a la mort, évidemment, il y a la maladie et il y a la fatigue. Je ferme ma parenthèse. Donc c'est une limite. Si on prend en compte cette limite, on se rend compte que la façon dont on en parle change évidemment avec le temps. Pour prendre un exemple très simple, si vous voulez, ce qui est important pour le combattant du Moyen-Âge, c'est le fait de s'investir longuement, d'essayer de faire des choses très lourdement, etc. Aujourd'hui, les repères sont beaucoup plus sur la nervosité, la sensibilité, la rapidité, la vitesse. Vous voyez, c'est la vitesse qui peut fatiguer, par exemple. Il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai travaillé sur ce thème, c'est que lorsque vous essayez de voir comment on parle de cet objet qui est assez fuyant, qui est difficile à décrire, ne l'oublions jamais. Bien sûr. Comment on parle, on se rend compte qu'à ce moment-là, là aussi, les personnes que l'on met en scène ne sont pas les mêmes selon le temps. Quelles sont les personnes mises en scène au Moyen-Âge ? Ce n'est pas les nôtres. C'est le combattant, même si le combattant aujourd'hui a de l'importance malheureusement. Le pèlerin. C'est le pèlerin, c'est le religieux, c'est le voyageur. Bon. Et puis, lorsque vous continuez à tirer le fil du temps, vous vous rendez compte que nouveaux personnages émergent, dont on ne parlait pas au Moyen-Âge, et qui donnent le profil de nouvelles sociétés. Quels sont les personnages qui émergent, par exemple, à l'époque classique, pour dire vite, à l'époque de Louis XIV ? Ce sont les administrateurs, ceux qui gèrent, les ministres, ce sont les marchands, ce sont ceux qui ont des professions libérales, des avocats, des médecins. Oui, donc le monde change. Le monde devient beaucoup plus diversifié, instrumenté, complexifié. Quels sont ensuite les personnages dont on parle ? À partir du moment où la société devient une société industrielle et où il faut qu'elle évite l'épuisement de ses ouvriers, on va commencer à parler vraiment de la fatigue ouvrière, parce qu'elle pose problème. Mais c'est-à-dire, Georges Vigarello, que si je vous suis bien, c'est la perception de la fatigue qui varie d'une époque à l'autre. Ça veut dire, vous preniez l'exemple de l'ouvrier du 19e siècle, sa perception à lui de sa propre fatigue n'est pas la même que celle de l'homme moderne ? Non, c'est plusieurs choses. Évidemment, vous avez raison, c'est la perception. Mais je pense aussi que c'est la place que l'on donne à la fatigue. Vous voyez, l'ouvrier médiéval, c'est pas celui qui fait réfléchir à la question de la fatigue. C'est celui qui est complètement soumis, il n'y a aucun problème, il se blesse, ça ne pose pas de problème. Il est tellement, par certains côtés, je vais mettre un mot en mettant des guillemets, il est tellement abject qu'il n'a pas d'importance. Vous voyez ? Or, justement, cette importance peut changer et grandir avec le temps. Et puis, il y a aussi quand même, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, mais je suis obligé de le citer, les situations sont différentes. Autrement dit, ce n'est pas seulement la perception. Dans une société du tertiaire, qui est une société où il y a des relations, les nôtres par exemple, c'est la fatigue relationnelle qui prend de l'importance. Et ce n'est pas seulement la fatigue de l'implication ouvrière, vous voyez. Donc c'est ça que je trouve très important. C'est à la fois donc la perception, bien sûr, mais c'est en même temps les situations.
et c'est en même temps l'émergence de nouveaux dispositifs. Alors, il y a une hypothèse dans votre livre, une hypothèse que vous posez dès l'introduction et que vous tirez comme un fil rouge, finalement, dans nos sociétés occidentales contemporaines, en temps de paix, bien sûr. La contrainte est plus difficile aujourd'hui à vivre pour l'individu et du coup, la fatigue se fait plus prégnante. C'est ça? Oui, je crois que ce que vous dites est très important, mais pourquoi la contrainte est-elle plus prégnante? Parce que je pense que les individus se donnent plus de place, accordent plus d'autonomie à leur propre comportement, se donnent plus de légitimité, et donc ils se considèrent comme moins soumis. La société d'aujourd'hui, c'est quand même une société, appelons-la en paix, c'est une société individualiste. C'est une société où les individus s'affirment. Mais la publicité nous le montre. Choisissez. Prenez la voie que vous préférez. Vous voyez, il y a le sentiment qu'au fond, le monde est ouvert, qu'il nous appartient. À partir de là, lorsqu'il y a un obstacle, comment cela est-il vécu? Et donc, effectivement, c'est la perception de l'obstacle, à mon avis, qui est beaucoup plus présente aujourd'hui parce que l'individu se sent plus autonome. Et les obstacles sont très nombreux. Et en particulier, il y en a un que je trouve fondamental. C'est l'autre. C'est la question de l'autre. On va venir à l'autre, Georges Vigarello, mais parlons du désir. On parlait de contrainte, on parlait de légitimité. Parlons du désir dans nos démocraties occidentales, évidemment en temps de paix, évidemment quand tout va bien. Est-ce que ce désir-là, que l'individu considère comme légitime, est une entrave à l'acceptation de la fatigue? D'abord, c'est un grandissement. C'est-à-dire que le désir est considéré comme légitime. Vous savez, c'est important. Parce que lorsque vous êtes dans une société beaucoup plus religieuse, le désir est condamnable. L'envie est un comportement moralement suspect. Mais dans les sociétés d'aujourd'hui, avec la façon dont on parle de la publicité, avec la façon dont on vous dit le monde est ouvert, le désir et l'envie sont parfaitement légitimes. Je dirais même que ce sont des comportements qui expliquent la façon dont nous percevons notre propre liberté, dans notre propre autonomie. Vous voyez? Et donc là encore, une fois encore, c'est bien l'obstacle qui devient important. Et cet obstacle, il est multiple. Et je reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Un des obstacles, c'est comment peut-on supporter l'empreinte, la domination que l'autre peut exercer. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'où des mots nouveaux, que je trouve parfaitement légitimes, bien entendu, mais qui sont nouveaux. Le harcèlement, par exemple. Et le harcèlement qui se diversifie. Harcèlement moral, harcèlement professionnel, harcèlement familial, harcèlement scolaire. Vous voyez, tout ça se diversifie. Pourquoi? Parce que l'obstacle est beaucoup moins supporté. Est-ce que le défi psychologique est la contrainte, est le problème majeur en matière de fatigue dans nos sociétés contemporaines? Alors, c'est un sujet absolument magnifique, le problème du défi. Et c'est un sujet qui n'est pas seulement contemporain. On le voit, vous voyez, c'est très intéressant comme question, parce qu'on le voit commencer à pointer avec ce que j'appelle, moi, la société des Lumières. Et la société des Lumières, c'est la première à affirmer de l'individualisme. Autrement dit, elle prend un recul par rapport à l'impact religieux, elle donne à l'individu le sentiment qu'il s'appartient davantage, donc l'individu s'écoute davantage, et donc il peut se proposer des défis qui auparavant pensaient relativement difficiles, inacceptables, compliqués. Quels sont les défis? Le voyage, la montagne, vous connaissez très bien ici la montagne. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on commence à aborder le Mont Blanc comme un véritable défi, parce que finalement c'est une façon de s'épanouir, de se réaliser. Autre défi, le tourisme. C'est-à-dire que j'aborde l'espace, il m'appartient, j'ai le droit, etc. Vous voyez, donc c'est à la fin du XVIIIe que ce genre de comportement commence à émerger, et puis si on tire le fil, il ne fait que grandir. Il passe par le défi sportif, il passe par la performance, et il passe, je dirais, aujourd'hui, par certains comportements que l'on peut qualifier comme des comportements affrontant l'extrême. Trompe la mort. Par exemple. Georges Vigarello, il y a cette phrase que je vais lire, qui est une phrase qui est aussi inscrite en tout début du livre et qui m'a beaucoup frappée. À une fatigue née de la résistance des choses s'ajoute aujourd'hui une fatigue née de la résistance de soi. Ben, nous venons de le dire. Ça veut dire, Georges Vigarello, qu'au fond, il y a un sentiment peut-être d'impuissance en Occident, dans nos sociétés contemporaines, capitalistes et gâtées. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui caractérise vraiment la société occidentale, etc. Je crois que ça naît vraiment, je crois qu'il faut revenir à ce que nous disions et peut-être le dire autrement, je crois que ça naît vraiment du fait que l'autonomisation est infiniment plus légitimée qu'elle ne l'était, et donc les obstacles
deviennent, bien sûr, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus difficiles à tolérer, et donc entraînant des réactions beaucoup plus marquées, frappantes, insistantes qu'elles ne l'étaient. C'est ça qui est très intéressant. Et on a tendance à l'oublier. Parce qu'on a tendance à dire, finalement, les gens sont plus sensibles, après tout, ils sont trop fragiles, etc. Non, ce n'est pas un problème de fragilité, c'est au contraire un problème de force. Mais il y a une injonction quand même dans nos démocraties contemporaines, occidentales, de la réalisation de Bien soi. sûr, tout à fait. D'où la limite. Vous avez absolument raison, mais c'est bien lié, vous voyez. Il y a une injonction, réalisez-vous. Et c'était très intéressant dans le livre d'Alain Reinberg, qui est un ami, et qui intitulait le titre de son livre « La fatigue d'être soi ». Et parce que c'est très parlant. C'est la fatigue, au fond, qui porte sur le fait qu'on vous propose tellement de possibilités d'ouverture que cela devient difficile. C'était très sensible dans le livre que je trouve magnifique de Georges Perec, qui s'intitulait Les choses, des années 60. Et Georges Perec disait, mais finalement, ce couple qui est ouvert à tous les possibles, la publicité lui donne une sorte de sentiment que le monde lui appartient. Ce couple est insatisfait, parce que le monde ne lui appartient pas, parce que les limites existent. Mais à ces limites, qui sont celles de l'ouverture, moi j'ajoute, je crois que c'est beaucoup plus important aujourd'hui, les limites qui viennent du sentiment qu'il y a des obstacles, vous voyez, et que, entre autres, les obstacles sont aussi des obstacles relationnels. Les sociétés de relations comme les nôtres, qui favorisent la rencontre, l'échange, qui favorisent finalement ce que moi je pourrais appeler le sentiment de se valoriser dans la relation. Bon, les sociétés comme les nôtres, qui exploitent aussi la relation, ça devient en quelque sorte des pratiques d'accueil, des pratiques de fonctionnement pour valoriser les milieux, etc. Bon, ben, ces pratiques-là, elles sont beaucoup plus susceptibles d'entraîner de l'insatisfaction. Mais donc, c'est-à-dire que, si je vous suis bien, Georges Vigarello, pour paraphraser Sartre, finalement, on peut dire que la fatigue, c'est les autres ? Alors, on peut dire dans une certaine mesure ça, mais la fatigue, c'est les autres, parce que précisément, on se ressent autrement. Vous voyez ? Vous savez, l'ouvrier du 19e, moi je suis très frappé par ces textes. L'ouvrier du 19e, évidemment, il supportait difficilement, je dirais, l'exigence du patron, le fait que ses heures ne sont pas aussi ouvertes qu'il souhaitait, 12 heures c'est très compliqué, il faut aller vers les 8 heures, etc. Mais en même temps, très curieusement, l'ouvrier du 19e accepte des formes de hiérarchie. Il accepte le fait de se retrouver en position d'ouvrier et qu'à la limite, cette position d'ouvrier, elle n'est pas éloignée des formes de noblesse de comportement. Or, la domination aujourd'hui, c'est moins accepté quand même. C'est pas la même chose. Mais est-ce que ça veut dire que trop de démocratie, ça fatigue ? Est-ce qu'on Alors, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Parce que je pense effectivement, le mot que vous venez d'employer est important. Je pense effectivement qu'il y a 3 dynamiques qui ont favorisé la montée de l'autonomie. Il y a une première dynamique qui est la démocratie, le fait que les personnes sont, au fond, ouvertes à la possibilité de décider sur leur avenir politique, même si la décision est plus compliquée, même s'il y a des biais, etc., bien sûr. Mais par rapport au 19e, le vote est devenu beaucoup plus possible et beaucoup plus ouvert. Il y a une deuxième chose qui est liée à une accentuation progressive de la sensibilisation dans la société occidentale. C'est-à-dire le fait que vous êtes de plus en plus emprunt à des questions psychologiques, à des questions qui portent sur quels sont les traumas qui m'ont influencé, quels sont les effets qui ont eu chez moi de l'importance et qui m'ont fabriqué. Est-ce que je pourrais pu les changer, etc. Il y a une question psychologique très forte. Et puis, il y a quand même, ne l'oublions jamais, on a le sentiment que c'est évident, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a la publicité. Au début du 19e, la publicité quasiment n'existait pas. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder un écran de télévision. Je suppose que notre émission n'est pas interrompue. Mais souvent, vous ne pouvez pas regarder un écran de télévision sans voir quelque chose qui vous appelle. Vous voyez, même, il y a 3 possibilités de voitures dans une seule séquence de publicité. Une question encore, on parle de la publicité, mais une question encore sur l'information, sur Internet, sur l'omniprésence de cette information-là, peut-être dans une non-césure entre vie privée et vie professionnelle. Est-ce que ça aussi... Oui, je crois que ce que vous dites est très important, effectivement. Parce que je trouve que les réseaux sociaux, ce que je dis là est partagé évidemment par un certain nombre d'analyses de sociologues, ce que favorisent les réseaux sociaux, c'est le sentiment que vous pouvez vous exprimer sans problème, que vous êtes écouté et qu'il y a une complicité dans la manière même dont vous vous exprimez. Donc, effectivement, les réseaux sociaux ne font qu'accroître ce sentiment d'autonomie et
la légitimité de l'autonomie, jusqu'à la possibilité de pratiquer quelque chose que je trouve personnellement extrêmement complexe, voire totalement répréhensible, l'injure. Bien entendu. Georges Vigarello, je vous propose qu'on s'arrête évidemment sur l'actualité brûlante qui est à nos portes, qui est en Europe, la guerre en Ukraine, avec deux discours. Le premier du président ukrainien Volodymyr Zelensky et un deuxième discours de Vladimir Poutine. Deux discours qui ont été prononcés au tout début de l'offensive russe. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на Сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Знаю, что вы Je sais que vous suivez un entraînement complet, complexe et intensif, une véritable école de combat. Vous admirez les meilleurs exemples de vaillance et de courage, des exemples de véritable patriotisme, et vous les utilisez pour former les nouvelles générations de défenseurs de la patrie. Georges Vigarello, on entend dans ces deux discours-là, finalement des discours de guerre, finalement érigés dans une forme de peut-être en valeur martiale, la force, la virilité, l'efficacité. En temps de guerre, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre en prenant les exemples de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, en temps de guerre, c'est l'homme nouveau, l'homme fort, l'homme puissant qui est mis en avant. Écoutez, je suis très sensible au fait que vous ayez passé ces deux séquences. Je suis d'autant plus sensible que je trouve que nous sommes face à une situation qui est totalement exceptionnelle et qui est atroce. Et quand nous parlons de fatigue, évidemment, nous sommes confrontés à des formes de fatigue qui sont totalement extrêmes, mais qui, on le voit bien à travers les deux discours, sont quand même différentes. C'est-à-dire que vous avez chez Zelensky évidemment de la fatigue, mais une fatigue qui est celle de la résistance, qui est celle, justement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est celle de la non-acceptation de la domination. Et vous avez au contraire, de la part du président russe, que je m'interdis de nommer, vous avez de la part du président russe le sentiment qu'il y a une sorte d'autorisation totale à franchir toutes les limites et que cela entraîne une indifférence totale à l'égard des souffrances que ce franchissement des limites peut provoquer. Je suis très frappé par ça. Je trouve que le président en question fait part d'une autonomie qui est tout simplement le signe de quelque chose que je considère comme étant, au fond, quasiment un tel principe d'assurance de soi que ça en est totalement épouvantable. Parce que c'est quand même une manière de dire affronter, avec une indifférence absolue à l'égard de ce que les autres ressentent. Alors, si maintenant, en revanche, on essaie de comparer un petit peu les situations d'aujourd'hui et les situations éloignées, les guerres sont complètement différentes. On ne peut pas, vous voyez, la guerre médiévale, c'est une guerre des outils. C'est pas une guerre d'artillerie. C'est une guerre de l'affrontement corps à corps. C'est une guerre aussi, on l'oublie, c'est une guerre où la valeur du combattant tient à la durée, qu'il est capable de mettre un acte. Vous voyez, donc le combat est valorisé parce qu'il dure. Les instruments d'aujourd'hui sont des instruments épouvantables parce que ils vous permettent de faire disparaître des groupes entiers de population en étant à des kilomètres de distance et en ayant un engagement physique relativement limité. Le seul engagement physique, et celui-là il est nouveau, c'est un engagement qui consiste à garder la résistance nerveuse. On le voit très bien, la grande nouveauté par exemple du Kriegskrieg allemand dans les années 40, c'est le fait de ne pas dormir. Oui. Et donc on leur donne de la drogue. Méthamphétamine. Voilà, on leur donne de la drogue
pour qu'ils puissent résister 2 jours sans dormir. Alors, j'allais C'est ça, venir, la question des j'allais venir à la drogue, Je vous en Georges prie. Vigarello. Vous en parlez dans le livre. Vous dites Oui, finalement, j'en parle dans le les nazis, pendant la Deuxième Guerre Bien sûr. mondiale, les nazis utilisent la méthamphétamine, les aviateurs anglais Bien sûr, bien utilisent la benzédrine. Finalement, la drogue, c'est l'envers de la fatigue, ça repousse la Mais parce fatigue que- en temps de oui, guerre. oui, la question est importante, mais parce que les types de fatigue auxquels les militaires sont confrontés sont différentes. C'est des fatigues qui consistent à continuer de mettre en acte des instruments qui sont des instruments de précision, qui sont des instruments que je dirais quasi informatiques, et à les mettre en acte en gardant la vigilance, en ne se laissant pas gagner par l'absence, le sommeil, l'absence de vigilance. Vous voyez, c'est autre chose. C'est vraiment de l'ordre de ce que j'appellerais une fatigue nerveuse par rapport à une fatigue musculaire. Donc il faut quand même voir la différence. Simplement, ce qui est quand même frappant, écoutez, excusez-moi d'y revenir, c'est quand même frappant quand vous voyez les 2 présidents en question, Zelensky d'un côté et le président russe de l'autre, l'un est face à des nécessités de résistance, et l'autre est face à la nécessité de l'écrasement. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais Georges Vigarello, une question qui résume peut-être les 2 parties de cette émission. C'est la première partie Oui. en temps de paix, la deuxième partie en temps de guerre. Oui. Est-ce qu'au fond, face à cette course folle du monde, que ce soit la société occidentale, capitaliste et de consommation, ou la course folle du monde en temps de guerre, Oui. est-ce que finalement Oui. un retrait, un droit à la paresse Oui. ne pourrait pas être au fond une forme de subversion Oui, ultime? oui, votre question est très importante. Effectivement, on peut trouver des parallèles. Un des parallèles, c'est bien entendu le type d'instrumentation. L'instrumentation d'aujourd'hui, c'est une instrumentation informatique, c'est l'écran, c'est le fait de pouvoir engranger de l'information qui vient de l'écran. La grande question, c'est la charge mentale. Combien peut-on engranger d'informations en continuant de pouvoir la gérer ? Si on est submergé par l'information, on ne peut plus la gérer. Et je trouve que la position du combattant, aujourd'hui, avec les instruments dont il dispose, n'est pas sans ressemblance avec ça. L'aviateur, il est confronté à des écrans, vous voyez. Et donc, il faut lui aussi, les débuts de l'aviation l'ont montré, il faut que lui aussi maîtrise en quelque sorte l'information, résiste, ne se laisse pas déborder par une absence de vigilance, etc. Donc, on peut trouver une sorte de continuité entre le mode d'instrument d'aujourd'hui et le mode d'instrument militaire. Si vous voulez, on peut trouver une continuité. Simplement, dans un cas, on peut dire qu'elle sert le bien de tous, et dans d'autres cas, elle sert la destruction ravageuse et insupportable de tous. Merci. Merci, C'était un Georges plaisir. Vigarello, d'être venu sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.